jamais perdre de vue que, parmi toutes les découvertes possibles, il y en a une que rien ne saurait surpasser et qui, pour le plus brillant d'entre eux, le plus heureux dans ses entreprises, représente une nécessité aussi grande que pour ses ancêtres. Le plus humble des êtres peut ce temps restant dans le chapitre 14-62% rendre utile, là, glose li moins impoitant exerce une influence, à ce moment, il de Monsieur Ftix devint, infinitivement ecclésiastique et ses mois patins s'adressaient aux femmes. Celles-ci, en effet, formaient toujours un majorité de ses fidèles et il avait la grande habitude de leur dicter leurs devoirs au cours de ses inoffensives campagnes pastorales. Après ces instructions d'un caractère précis, il reprit le fil de son discours qui s'élargit en arrivant à la péroraison pour laquelle il prit une longue respiration et redressa sa stature, de même qu'une goutte d'eau détachée, isolée, séparée des autres, tombant d'un nuage dans l'immense océan. Modifie, nous assure les hommes de science, non seulement le point immédiat de sa chute, mais encore toutes les myriades de gouttes dont l'ensemble forme le grand univers des eaux, et, ce faisant, modifie la configuration du globe. L'existence des millions de créatures marines et enfin l'existence des hommes et des femmes qui vivent sur les côtes de même que tout ceci est à la portée d'une seule goutte d'eau telle qu'une simple averse en envoie par millions se perdre dans le sol se perdre, dis-je, mais nous savons bien que sans elle les fruits de la terre ne pourraient prospérer de même chacun de nous peut réaliser un miracle comparable à celui-là puisque, grâce à une petite parole, à une petite action jetée dans le grand univers, il transforme celui-ci, oui, certes, le mot a un sens solennel, il le transforme, en bien ou en mal, et non point pour un instant ni dans son seul voisinage, mais dans toute la race humaine et pour toute l'éternité, temps restant dans ce chapitre. 13-62 CI qu'après la bénédiction, taudis, puis des accords solennels émanent de nouveau, le l'harmonium derrière le rideau, l'incitance hétérogène se mit à avancer vers la sortie à pas grinçants, avec des gestes gauches et des airs empruntés, à mi-hauteur de l'escalier, au point où les lumières et les bruits du monde supérieur entraient en conflit avec la pénombre du monde inférieur et les accents expirants du cantique, Rachel sentit une main se poser sur son épaule. Miss Vinras, chuchota péremptoirement Mrs. Flushing, restez à déjeuner. C'est un jour tellement sinistre. Il n'y a même pas de roast-beef au menu. Restez, je vous en prie. Sur ces mots, elles entrèrent dans le hall où de nouveau leur petite troupe fut reçue avec des regards d'une curiosité déférente de la part de ceux qui n'avaient pas assisté au service, mais dont la tenue proclamait leur respect pour le jour du Seigneur, respect qui s'arrêtait cependant au seuil de l'église. Rachel se sentait incapable de supporter plus longtemps cette ambiance particulière. Elle était sur le point de prendre congé quand elle vit passer Terence qu'Evelyn entraînait dans une conversation. Aussi se contenta-t-elle d'observer que les gens temps restant dans ce chapitre 12-62-0 avaient l'air très restres. 1.11, 10, Mi-6. Flushing interprété à haute loi, Wanim, Tin, 0 hieronium, notamment resté. Les Anglais en voyagions, loi holo une explosion de rancune, ce qu'ils peuvent être affreux. Mais nous n'allons pas nous éterniser ici, poursuivit-elle, s'emparant du bras de Rachel. Montons dans ma chambre et elle l'entraîna, passant devant Ewa et Evelyn, devant les Thornbury et les Elliot. Ewa fit un pas vers elle et commença, le déjeuner, Miss Vinras a promis de déjeuner avec moi, coupa Mrs. Flushing, tout en pilonnant l'escalier de son pas énergique, comme si tous les Anglais des classes moyennes étaient à ses trousses. Elle ne s'arrêta qu'après avoir fait claquer la porte de sa chambre. « Eh bien, quelles sont vos impressions ?» interrogea-t-elle, autoritaire et légèrement essoufflée. Rachel ne pouvait plus contenir le dégoût et l'horreur qui s'étaient accumulés en elle. « C'est l'exhibition la plus odieuse que j'ai jamais vue. Comment peuvent-ils? Comment osent-ils? À quoi cela rime-t-il? Monsieur Bax, les infirmières, les vieillards, les prostituées, c'est écœurant. MPS restant dans le chapitre 11-62%. Elle évoquait, en raccourci, les points principaux, mais l'indignation l'empêcha d'analyser ses sentiments. Mrs. Flushing se délectait à observer la jeune fille qui, debout au milieu de la pièce, lançait ses invectives avec des mouvements emphatiques de la tête et des mains. Elle riait et applaudissait. « Allez-y, 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 je vous en prie. C'est un plaisir que de vous entendre, mais pourquoi assistez-vous à cela ?» demanda Rachel. « J'ai fait ça tous les dimanches de ma vie, autant que je m'en souvienne.
ricana Mrs. Flushing, comme si c'était là une raison suffisante. Rachel se tourna brusquement vers la fenêtre. Elle ne savait plus ce qui avait pu la mettre dans cet état. La rencontre de Terence dans le hall avait bouleversé toutes ses idées, ne lui laissant que son indignation. Son regard alla droit à la villa qu'elle habitait, à mi-côte sur la montagne. La vue la plus familière, lorsqu'elle s'encadre derrière une vitre, prend à nos yeux un aspect nouveau. Cette contemplation apaisa Rachel. Puis il lui vint à l'esprit qu'elle se trouvait en présence d'une personne qui lui était presque étrangère, alors elle se retourna pour regarder Mrs. Flushing. Celle-ci, toujours assise sur le bord du lit, les yeux levés, les lèvres entr'ouvertes, montrait ses 2 rangées de fortes dents blanches. Temps restant dans ce chapitre. Dimain 62%. Dites-moi, demanda Mrs. Flushing, qui préférez-vous, Monsieur Eway ou Monsieur Hurst? Monsieur Eway, répondit la jeune fille, ni le ton de sa voix manquait de naturel. Lequel des 2 lits du grec à l'église cela pouvait être l'un ou l'autre? Pendant que Mrs. Flushing décrivait les 2 jeunes gens et avouait que tous 2 lui faisaient peur, mais que l'un d'eux lui faisait plus peur que l'autre, Rachel essayait de trouver un siège. La chambre, comme de juste, était une des plus grandes et des plus luxueuses de l'hôtel. Elle ne manquait pas de fauteuils ni de causeuses recouvertes de toiles écrues, mais chacun de ces meubles était occupé par un grand carré de carton jaune sur lequel s'étalaient des taches ou des traînées d'éclatantes couleurs à l'huile. « Il ne faut pas regarder cela » s'écria Mrs. Flushing, voyant que les yeux de Rachel erraient parmi les peintures. Elle se leva d'un bond et courut jeter le plus grand nombre possible de ces cartons à terre, en les retournant. Rachel réussit cependant à en saisir un, alors, poussée par sa vanité d'artiste, Mrs. Flushing la questionna avec inquiétude. « Eh bien, c'est une colline » répondit Rachel, tant restant dans le chapitre qu'au minimum sans le moindre doute. Mrs. Flushing avait représenté l'aile brusque et vigoureuse élan d'un sol qui se soulève dans l'air. C'est tout juste si, dans cette précipitation, on ne voyait pas voler les mottes. Rachel passa d'une étude à l'autre. Toutes rappelaient les mouvements saccadés et résolus de leur auteur. Dans toutes, on voyait un pinceau parfaitement indiscipliné s'attaquer à quelque idée vague, suggérée par une colline ou un arbre. Et toutes, d'une manière ou d'une autre, répondaient aux caractéristiques de Mrs. Flushing. « Je vois bouger les choses », expliqua celle-ci, comme ça elle balaya de la main 1 mètre d'espace. Puis il reprit un des cartons que Rachel avait mis de côté et s'installa sur un tabouret, brandissant un bout de fusain. La voyant occupée à multiplier les traits, ce qui semblait lui tenir lieu de conversation, Rachel se mit à regarder autour d'elle. « Ouvrez l'armoire », prononça Mrs. Flushing après un silence, parlant indistinctement à cause du pinceau qu'elle tenait entre les dents. « Regardez mes affaires » Comme Rachel hésitait, elle s'avança, le pinceau toujours à la bouche, ouvrit violemment les portes de l'armoire et jeta sur le lit une quantité de châles, d'étoffes, de capes, de tissus brodés. Rachel les remuait doucement. Mrs. Flushing revint pour laisser tomber cette fois parmi les draperies, une profusion de temps restant dans ce chapitre. 8 mains 63% colliers, 2 broches, 2 boleleux, un pied 01 de ii, lait, 2 pendus, 2 reploïlins, I1, Ibouret, elle continua de poindre en silence. I, 1,11, tqui, Imlebropil formait suit le couvre-lit lui, I 11, c'était enchevêtrement de lignes de colonies avec, le volume rougeâtre d'une pierre, quelques plumes de mont, l'écaille blonde et translucide d'un peigne. Les femmes portaient de ces choses-là il y a des siècles, et elles en portent encore, observa Mrs. Flushing. Mon mari part en tournée à cheval et fait des trouvailles. Ces gens ne savent pas ce que ça vaut, ils nous le cèdent à bas prix. Et nous allons le revendre aux élégantes de Londres. Il ricanait, s'amusant, semblait-il, à l'idée de ces femmes absurdement accoutrées. Après quelques minutes de travail, elle déposa soudain ses pinceaux et dévisagea Rachel. « Vous ne savez pas ce que je vais faire, dit-elle. Je vais y aller moi-même pour voir de quoi ça a l'air. C'est idiot de rester là avec une bande de vieilles filles, comme sur une plage anglaise. Je veux remonter le fleuve et voir les indigènes dans leur campement. 10 de jours à passer sous une toile de tente et c'est tout. Mon mari l'a déjà fait. La nuit, on couche sous les arbres et le jour on se fait remorquer sur l'eau. Et si on voit quelque chose d'intéressant,
On leur crie de s'arrêter en restant dans ce chapitre. Cette main 63%, elle se leva et se mit un pic, lut lien court, redoublé avec une longue épingle d'or, tout vu et puis, eut élevé il reprendit sur Rachel par ses suggestions. Elle faut réunir un pays de grand peu, poursuivit-elle. À 10, on louerait un bateau. Vous viendriez, vous, et puis Mrs. Ambrose, et Monsieur Hirst et l'autoroute jeune homme. Croyez-vous qu'il viendrait? Ou y a-t-il un crayon à mesure que son plan se précisait? Elle se montrait de plus en plus résolue et excitée. Assise au bord du lit, elle dressait une liste de noms qu'elle orthographiait invariablement de travers. Rachel était enthousiasmée. Cette idée la comblait de ravissement et elle avait toujours souhaité connaître le fleuve, et le nom de Terence ajoutait un tel lustre au projet que celui-ci en paraissait trop beau pour pouvoir se réaliser. Elle fit de son mieux pour se rendre utile en proposant des noms, en aidant Mrs. Flushing à les écrire correctement, en comptant sur ses doigts les jours de la semaine. Mrs. Flushing lui faisait raconter tout ce qu'elle savait sur les origines et les occupations de chacun. Elle mêlait à cela d'incohérentes anecdotes de son cru, relatives au tempérament et aux mœurs des artistes ou à des homonymes des gens signalés par Rachel, qu'elle avait reçus autrefois à Achille Langlais et qui n'étaient évidemment par les mêmes personnes, mais qui possédaient, eux aussi, des intelligences supérieures et s'adonnaient à l'égyptologie. Tout cela n'était pas fait pour abréger le débat. À la fin, la façon de calculer les dates à l'aide des doigts s'étant avérée peu pratique, Mrs. Flushing voulut consulter en restant dans le chapitre. Simain 63% terre. À partager leurs préoccupations multiples, afin de ne jamais perdre de vue que, parmi toutes les découvertes possibles, il y en a une que rien ne saurait surpasser et qui, pour le plus brillant d'entre eux, le plus heureux dans ses entreprises, représente une nécessité aussi grande que pour ses ancêtres. Le plus humble des êtres peut ce temps restant dans le chapitre. 14-62% rendre utile, là, glose les moins impoitant eux exerce une influence, à ce moment, il de Monsieur Ftix devint, infinitivement ecclésiastique et ses mois patins et s'adressait aux femmes. Celles-ci, en effet, formaient toujours un virgule majoritaire. Observait, il se trouva pisclant, le point virgule hors près un arrière. Ern burier de Miss allant cuiolé de ci de lit, vent lit, l'occuper les fauteuils proches, il y leurs mains. Réluit le manque l'ilon s'il pouvait leur donner quelques renseignements sur Mix Thornbury, silencieux comme toujours, regardait devant lui d'un air vague, soulevait de temps à autre son pince-nez comme pour le chausser, puis, se ravisant, le laissait retomber. Après un court débat, les dames décidèrent que finalement, Monsieur Bax ne devait pas être le fils de Monsieur William Bax. On se tut un instant. Puis Mrs. Thornbury raconta que, dans l'hymne national, elle disait toujours, par habitude, qu'ayant au lieu de King, on se tut de nouveau. Puis Miss Allen déclara avec une expression rêveuse qu'un service religieux à l'étranger lui produisait toujours l'impression d'un enterrement de marin. Il y eut alors un silence très prolongé, qui menaçait de n'en plus finir, quand par bonheur un oiseau de la grandeur d'une pie, mais d'un bleu métallique, parut sur la partie de la terrasse qu'il voya de leur coin. Ceci poussa Mrs. Thornbury à se demander si les Anglais aimeraient voir tous leurs freux prendre une couleur bleue. Et vous, qu'en pensez-vous? William interrogea-t-elle en posant la main sur le genou de son mari. Si tous nos freux étaient bleus, dit-il, remontant ses vers. Observait, il se trouva pisclant, le point virgule hors près un arrière. Ern burier de Miss allant cuiolé de ci de lit, vent lit, l'occuper les fauteuils proches, il y leurs mains. Réluit le manque l'ilon s'il pouvait leur donner quelques renseignements sur Mix Thornbury. Observait, il se trouva pisclant, le point virgule hors près un arrière. Ern burier de Miss allant cuiolé de ci de lit, vent lit, l'occuper les fauteuils proches, il y leurs mains. Réluit le manque l'ilon s'il pouvait leur donner quelques renseignements sur Mix Thornbury, silencieux comme toujours,
regardait devant lui d'un air vague, soulevait de temps à autre tu un instant. Puis Mrs. Thornbury raconta que, observait, il se trouva pisclant, le point-virgule reprère un air rire. Journal intaille. Après avoir ouvert jusqu'au dernier tiroir du bureau, elle se mit vociférer avec rage. Yarmouth, Yarmouth, que le diable emporte cette femme. Elle n'est jamais là quand on en a besoin. Le gong du déjeuner commençait à ce moment à s'agiter jusqu'à la frénésie. Mrs. Flushing appuyait furieusement sur la sonnette. La porte s'ouvrit et l'on vit entrer une femme de chambre de belle prestance, se tenant presque aussi droit que sa maîtresse. Oh, Yarmouth, dit Mrs. Flushing, cherchez-moi donc mon journal et voyez à quelle date nous serons d'ici 10 jours, et puis demandez au portier combien il faudrait de rameurs pour faire remonter le fleuve à 8 personnes pendant une semaine et ce que ça coûterait. Marquez ça sur un bout de papier et laissez-le sur la coiffeuse. Et maintenant, elle pointa vers la porte un index impérieux, obligeant Rachel à sortir la première. Ah et puis, Yarmouth, jeta-t-elle par-dessus l'épaule, rangez-moi ces affaires, pendez-les à leur place, vous serez gentille. Autrement Monsieur Flushing va râler à toutes ces recommandations. Yarmouth se contentait de répondre, tant restant dans le chapitre 5-63 CEO. Virguline, Nid, 1, LL Pontland, l'un Lilano Inager, elles constatèrent que c'était toujours Dinimch, 1, lut les effets en fuselés virgulairement atténus. Leur table, placée de côté, contre une fenêtre, permettait à Mrs. Flushing de dévisager les entrants avec une intense curiosité. La vieille Mrs. Palais, murmura-t-elle, tandis que le fauteuil roulant, poussé par Arthur, s'insérait lentement dans la porte les Thornbury, annonça-t-elle ensuite cette gentille personne. Elle donna un coup de coude à Rachel pour lui signaler Miss Allan. Comment s'appelle-t-elle la femme maquillée, qui arrivait toujours en retard et marchait à pas menus avec un sourire étudié comme si elle faisait une entrée en scène, fut sur le point de reculer devant le seuil de Mrs. Flushing, chargée d'une hostilité inflexible envers toute la tribu des femmes maquillées. Vinrent ensuite les deux jeunes gens que Mrs. Flushing désignait collectivement comme les Hearst. Ils s'assirent en face, de l'autre côté du passage. Monsieur Flushing traitait sa femme avec un mélange d'admiration et d'indulgence, corrigeant la brusquerie de ses propos par la suavité fluide des siens. La laissant à ses sursauts et à ses criailleries, il esquissa à l'intention de Rachel l'histoire de l'art sud-américain. De temps à autre, il répondait à quelques exclatants restant dans le chapitre 5-63%. Massion, I.O. Toinin, Ruth, 1, I, 1011.10, F. Périprienne Paix, 11 avait le don du LW, Passéar, Timblon prit une repas, Saint-Ombord dans un geôle monosuilly, 011, 1, Awat, un excès d'iniliarité, 11 épais de Cléa-RLAPA, 1101, Linté, Rieur. Le pays recelait des trésors magnifiques. Les objets qu'il avait pu voir n'étaient que des bagatelles ramassées à cours d'un seul et rapide voyage. Il supposait qu'on trouverait des divinités géantes, sculptées à même les flancs des montagnes, des figures colossales, isolées au milieu des verts pâturages où nul, sauf les indigènes, ne s'était aventuré. Selon lui, avant la naissance de l'art en Europe, les chasseurs et les prêtres d'ici devaient bâtir des temples en pierre massive et formés avec de sombres rochers, avec des cèdres énormes, de majestueuses figures de dieux ou de bêtes. Des symboles de puissance tels que l'eau, l'air, la forêt où ils vivaient. Il pouvait y avoir des villes préhistoriques, comme en Grèce ou en Asie, édifiées en race campagne, regorgeant d'œuvres de cette humanité primitive. Personne n'était allé jusque-là. Ce qu'on en savait se réduisait à peu de choses. Tandis qu'il parlait, exposant la plus pittoresque de ses hypothèses, Rachel concentrait sur lui toute son attention. Elle ne voyait pas les coups d'œil que Ewell lui lançait constamment de l'autre côté du passage, entre les silhouettes des garçons qui couraient, apportant les plats. Il paraissait distrait, Hearst le trouvait en outre coléreux et désagréable. Ils avaient effleuré tous les sujets habituels politique et littérature, Potin et christianisme. Ils s'étaient disputés à propos du service religieux, lequel,
selon Iway, était en tout point temps restant dans le chapitre 463.0. Aussi beau, LM, Sappho, ICLL munir et bissin que le paganisme de Ilieste qui vaut 1.1 premier, l'el besoin avait-il d'aller à l'église simplement pour lire du Sappho 1. L'Irst répliqua qu'il avait écouté le sermon d'un boulottre et se déclara prêt à le répéter, si Iway désirait cette preuve. Il allait à l'église, dit-il, pour saisir la nature de son créateur. Or, ceci lui fut accordé d'une façon particulièrement éclatante, ce matin-là, grâce à Monsieur Bax qui lui inspira 3 ou 4 lignes parmi les plus prestigieuses de toute la littérature anglaise, une évocation à la divinité. J'ai écrit ça au dos de l'enveloppe de la dernière lettre de ma tante, ajouta-t-il, sortant l'objet d'entre les pages du Sappho. Allons, lis-moi ça, dit Iway, quelque peu radouci à l'idée d'une discussion littéraire. Mon cher Iway, veux-tu donc nous voir flanquer tous deux à la porte de cet hôtel par la foule indignée des Thornbury et des Elliot? Le moindre écho suffirait à me faire condamner sans rémission. Seigneur, explosa-t-il, à quoi bon essayer d'écrire dans un monde peuplé de ces sacrés imbéciles? Sérieusement, Iway, je te conseille de renoncer à la littérature. À quoi cela mène-t-il? Regarde un peu ton public. Il indiqua du menton les tables autour desquelles un assemblage d'Européens de tout poil était occupé à manger ou, dans certains cas, à ronger de coriaces volailles étrangères. Et où les temps restants dans ce chapitre 3,64%. Regalda et son YTLT,11.1. CI, Liveg à son tour, aperçut Radiol et lui était, elle tétissa ta 11 réidée que Rachel est amoureux de moi, dit-il en ramenant le regard vers son assiette. C'est ce qu'il y a de regrettable dans l'amitié des femmes, elles ont toujours tendance à tomber amoureuses de vous. À cela Iway, singulièrement immobile, s'abstint de répondre. Irst, sans se formaliser de ce silence, recommença à parler de Monsieur Bax et à citer sa péroraison relative à la goutte d'eau. Iway ne répondant toujours pas, il se contenta de plisser la bouche, de choisir une figue et de se replonger agréablement dans ses propres pensées dont il avait toujours une ample provision. Le repas terminé, ils se séparèrent, chacun portant sa tasse de café dans un coin différent du hall, de son fauteuil au pied d'un palmier, et vit Rachel sortir de la salle à manger en compagnie des Flussing. Il les vit chercher des sièges et en choisir 3 dans un coin où ils pouvaient tranquillement poursuivre leur conversation. Monsieur Flussing en était au point culminant de son discours. Tout en parlant, il faisait des dessins sur une feuille de papier et Rachel se penchait pour les voir, arrêtant son doigt sur certains détails. Iway a eu la malveillance de comparer Monsieur Flussing, avec son costume trop recherché pour ce climat et ses manières trop apprêtées, à un boutiquier qui s'est persuadé son client. Mais tandis qu'il est temps restant dans ce chapitre 2,64a, le pince-nez retomba de nouveau sur sa poitrine. Les 3 vieux personnages méditaient en contemplant le volatile qui s'attardait obligeamment au centre du tableau, les dispensant de poursuivre la conversation. Iway se décidait presque à aller rejoindre les Flussing, quand Irst surgit tout à coup derrière ceux-ci, se glissa dans un fauteuil à côté de Rachel et lui adressa la parole avec toutes les apparences de la familiarité. C'en était trop pour Iway, il se leva, prit son chapeau et se précipita dehors, temps restant dans le chapitre 1,64%. Tout ce qu'il voyait 1111 inspirait l'aversion. Ce bleu et blanc, cette intensité et cette précision, cette bourdonnante chaleur méridionale, il les liençait. Le paysage lui paraissait dur, romantique comme un découpage en carton formant le fond d'un décor. La montagne n'était qu'un volet de bois placé devant une vitre peinte en bleu. Malgré l'ardeur du soleil, il marchait à grands pas. 2 routes partaient de la ville, à l'est l'une obliquait vers la villa des Ambroses, l'autre s'enfonçait dans la campagne pour aboutir à quelques villages de la plaine, mais de nombreux sentiers s'en séparaient. Tracé au moment où le sol était bleu, il s'en allait à travers de grands champs arides vers des fermes éparses et des villas de riches indigènes. Iway emprunta l'un d'entre eux pour éviter la chaleur et la dureté de la grande route avec ses tourbillons de poussière constamment soulevés au passage des charrettes et des fiacres branlants. Ceux-ci transportaient des paysans en goguette ou bien des dindons qui se gonflaient comme un tas de ballons de grosseur inégale, maintenus par un filet, ou bien encore un lit de cuivre et des coffres en bois noir, propriété d'un couple nouvellement marié. La marche ne manqua pas de dissiper chez Iway les agacements superficiels de la matinée, mais il continuait à se sentir abattu.
Il paraissait clairement établi que Rachel ne se souciait en restant dans ce chapitre. 6 minutes. D'un bond, lisant bonsoir, lotissant compagnie à la femme pourrait se précipiter ailleurs avec l'expression calme pété renfermée de quelqu'un qui s'en va en vers, hectolitre bonheur assuré. Ces deux visions et wallois, le ploisant est plus déplaisant encore fuitoisiante, Marie, tes femmes et l'ami, le mari et la femme se regardant comme s'ils étaient contents de n'avoir pas soulevé une certaine question, chacun détenant sa vérité secrète. D'autres images se succédèrent comme sur un écran, sans effort conscient de sa part, tandis que son irritation lui faisait presser le pas. Il vit un ménage fatigué, entouré de ses enfants, armé de patience, d'indulgence, de sagesse, tableau également peu réjouissant. Il en choisit d'autres, dans le milieu de ses amis, car il fréquentait pas mal de gens mariés. Mais il se les représentait toujours dans une chambre tiède, bien close, illuminée par la flamme du foyer. En évoquant d'autre part des célibataires, il les imaginait actifs dans un espace illimité, et surtout se tenant sur le même plan que les autres, sans abri particulier, sans aucun avantage spécial. Tous ses amis, hommes ou femmes, doués de personnalité et de sentiments vraiment humains étaient célibataires. Il s'étonna même de constater que les femmes qu'il admirait le plus et connaissait le mieux n'étaient pas mariées. Sans doute le mariage leur réussissait-il encore moins qu'aux hommes. Abandonnant ces considérations générales, il passa aux personnes qu'il avait récemment observées à l'hôtel. Il s'était maintes fois posé ces questions en regardant Suzanne et Arthur, Monsieur et Mrs. Thornbury ou le ménage Elliot. Il avait vu le timide bonheur des fiancés céder peu à peu la place à un état d'esprit résigné, de tôt repos, comme si déjà tant restant dans le chapitre 64%, virgule égale à, virgule 1, 1111, 1111, 1111 pieds, I 11,111 1111, 11 1111 1111 grammes, 10, L,TT, 11, infdef, 111 T, 1,01 1,111, 1011, 1111 P, 1, 111 pieds 1,111 volts 11 1,11,011, II, Raltrf, nuit, Lujar, la noire, on est Yvon, no, Corquo ce qu'il y a de pire, virgule 11 chacun, flow, DNW, viol mi paré, non, Rachel avait toi, virgule 11, et un tmo un tétor. Tous les arguments avaient paru démontrés, ici Noia n'ait pas assumé le fardeau conjugal, jusqu'au Gnonio Lileway se rappela ce mot de Rachel, dont l'absurdité est matideste. De l'action défensive, il passa à l'attaque. Abandonnant le procès contre le mariage, il s'appliqua à examiner les particularités du caractère qui avait amené Rachel à prononcer cette phrase. Pensait-elle vraiment cela? Il faut bien, n'est-ce pas, chercher à connaître le caractère d'une personne avec qui on est susceptible de passer toute sa vie. En sa qualité de romancier, il devait essayer de comprendre à quel genre de femme il avait affaire. En présence de Rachel, il ne pouvait analyser ses caractéristiques, il avait l'impression de les saisir instinctivement, loin d'elle, il se disait parfois qu'il ne la connaissait pas du tout. Elle était jeune, mais vieille aussi, en même temps. Elle manquait de confiance en elle-même et cependant elle jugeait fort bien les autres. Elle était heureuse, mais d'où lui venait ce bonheur? Une fois seule, leur effervescence calmée, dans l'obligation de faire face aux banalités quotidiennes, qu'adviendrait-il d'eux? Un coup d'œil sur son propre caractère lui révéla deux choses, son manque de ponctualité et son horreur de répondre aux lettres. Rachel, à sa connaissance, était plutôt ponctuelle, mais il ne se rappelait pas l'avoir vue une plume à la main. Il essaya de se représenter un temps restant dans le chapitre. Demain 65%. Dîner, chez les Cronilliers exemple, Wilson, qui venait de conduire Rachel à table, expliquait la position du parti traverse-vailliste. Elle dérégnait, naturellement, elle n'entendait rien à la politique. Pourtant, sans conteste, elle était intelligente et, de plus, elle était honnête. Ces changements d'humeur n'avaient pas échappé à Highway, elle n'était pas femme d'intérieur, elle n'était pas commode, pas paisible, elle n'était pas belle, sauf avec certaines robes et dans certains éclairages. Mais elle possédait le don suprême de comprendre ce qu'on lui disait. Personne, sur ce point, ne lui était comparable. On pouvait lui parler de n'importe quoi, on pouvait tout lui dire, et pourtant elle n'avait rien de servile.
Mais à ce point de ses réflexions il se ressaisit car il lui sembla soudain qu'il en savait moins sur elle que sur quiconque. Toutes ses pensées, il les avait eues maintes fois déjà, maintes fois il s'était efforcé de les approfondir, de les raisonner, mais pour retomber invariablement dans ses doutes habituels. Il ne la connaissait pas, il ignorait ses sentiments, il ne savait pas s'il leur serait possible de vivre ensemble, ni s'il avait envie de l'épouser, et pourtant il l'aimait. En admettant qu'il alla la trouver pour lui dire, il ralentit le pas et se mit à parler tout haut comme s'il s'adressait à Rachel. « Je vous adore, mais je hais le mariage, son intimité m'équine, sa sécurité, ses compromis. L'idée de vous voir vous mêler de mes travaux, chercher à me brider. Que me répondrez-vous en restant dans ce chapitre ?» À main 65%. Quoi? Vous ici c'est l'intelligence artificielle elle, Velin. Je vous ai aperçu peine dans le lunch. Mais vous n'avez pas daigné me regarder elle lanciait dans le caractère d'Yves Klein, malgré bon nombre d'affronts réels ou imaginaires, de ne jamais renoncer à poursuivre ce qu'elle désirait connaître, ce qu'en général elle réussissait à connaître, et qu'elle amenait même à sympathiser avec elle. Elle jeta un regard circulaire et dit « J'ai horreur de cet endroit, j'ai horreur de ce public. Je serais si contente si vous veniez dans ma chambre. J'ai tellement envie de causer avec vous. » Rachel n'ayant envie ni de la suivre ni de rester là, Evelyne la saisit par le poignet et l'entraîna dans l'escalier. Tandis qu'elle montait 4 à 4, Evelyne, sans lâcher la main de Rachel, lançait des bribes d'exclamations tendant à laisser entendre qu'elle se fichait pas mal de ce que les gens pouvaient dire. Quelle importance ça a-t-il quand on a sa conscience pour soi? Qu'ils aillent tous se faire pendre. Voilà l'opinion que je professe. Elle était dans un état d'excitation tel que les muscles de ses bras se contractaient par saccades. Visiblement, elle n'attendait que l'instant où la porte se refermerait sur elle pour livrer à Rachel toutes ses confidences à 11 000 aussitôt clant la chambre, elle s'assit au pied, le Mamili et commença « Vous devenu, rindir homme-là inimule ?» Rachel n'était pas d'humeur se prononcer mire les états d'esprit d'autrui, mais elle se sent y disposée à dire ce qui lui passait par la tête sans en redouter les conséquences. Aussi déclara-t-elle. « On vous a demandé en mariage, comment diable avez-vous deviné ça ?» cria Evelyne avec une surprise mêlée de satisfaction. « Est-ce que je porte ça sur ma figure? Vous portez ça sur votre figure tous les jours que Dieu fait ?» répondit Rachel. Evelyne rit, pas tout à fait sincère. « Vous avez dû recevoir au moins autant de demandes que moi, pas une seule alors, ça viendra. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, pas exactement. Tant restant dans ce chapitre. 29 minutes 66%. C'est tout, c'en est un, est odieux, c'est horrible, c'est dégoûtant. » Il alla vers le lavabo et commença à yoponner avec de l'eau froide ses joues en feu. Sans taire son éponge, continuant à trembler légèrement, elle se réérenade et se mit à expliquer d'une voix que l'énervement rendait stridente. « Alfred Perrotte prétend que je lui ai donné ma parole et je soutiens que non. Sinclair prétend qu'il va se suicider si je ne l'épouse pas et je lui dis « Allez-y, suicidez-vous bien entendu, il n'en fera rien, ils sont tous pareils. » Eh bien, Sinclair m'a accaparé cet après-midi pour essayer de m'extorquer une réponse, m'accusant de flirter avec Alfred Perrotte, me disant que je n'ai pas de cœur, que je ne suis qu'une sirène, bref, des tas d'aménités de ce genre. À la fin, je lui ai dit « Écoutez Sinclair, j'en ai assez. Laissez-moi partir alors. » Le voilà qui m'attrape et qui se met à m'embrasser, la sale bête. Je sens encore ici, tenez sa vilaine figure mal rasée. Comme s'il en avait le droit après tout ce qu'il venait de me dire. LPRPSS vigoureusement l'éponge contre une partie de sa joue gauche, puis reprit ses imprécations. Jamais je n'ai rencontré d'homme qui pût soutenir la comparaison avec une femme. Ils n'ont ni dignité ni courage, rien que leur sale passion et leur force brutale. Est-ce qu'une femme aurait fait ça après avoir été repoussée par un homme? Tant restant dans ce chapitre. 28 minutes 66-3-0. Nous avons trop de respect de nous-mêmes, nous sommes infiniment plus raffinés qu'eux. Elle marchait de long en large, tapotant avec une serviette ses joues mouillées, où les larmes ruisselaient maintenant avec les gouttes d'eau froide. « Cela me met hors de moi, » expliqua-t-elle, tout en s'essuyant les yeux. Rachel continuait à l'observer. Elle ne songeait pas au cas particulier d'Evelyne, elle se disait seulement que le monde était plein de gens en détresse. Evelyne poursuivait, « Il n'y a qu'un seul homme ici qui me plaise vraiment,
C'est Terence et ouais, on a l'impression qu'il mérite la confiance à ses mots. Un indescriptible frisson s'empara de Rachel, comme si son cœur venait d'être comprimé entre deux mains glacées. Pourquoi demanda-t-elle? Pourquoi mérite-t-il la confiance? Je ne sais pas. Vous n'avez donc pas de ces intuitions à propos des gens? Des intuitions que vous sentez absolument justes? J'ai eu une longue conversation avec Terence, l'autre nuit, et j'ai compris qu'après cela nous étions devenus de vrais amis. Il y a en lui quelque chose de féminin. Temps restant dans le chapitre. 27 minutes. Elle s'interrompit avec l'air de penser à des détails très intimes que Terence confiait. C'est ainsi du moins que Rachel interpréta .01 un pied-tété-ité-tido rêveuse. Elle essaya de se contraindre à lire. 11 vous point virgule à demander en mariage, mais la question lui parut au monumentale. Aussi bien, Velin était-elle déjà en train de raconter que les hommes les plus raffinés pouvaient se comparer à des femmes, mais que les femmes avaient plus de noblesse? On n'imaginait pas, par exemple, qu'une femme comme Lia Harrison pût nourrir des idées mesquines ou commettre la moindre bassesse. Comme je voudrais vous la faire connaître, s'écria-t-elle. Elle était considérablement apaisée, ses joues étaient tout à fait sèches, ses yeux avaient retrouvé leur expression habituelle de vitalité débordante. Elle semblait avoir oublié Alfred, Sinclair et toutes ses émotions. Lia dirige un asile dans Deptford pour les femmes alcooliques. C'est elle qui l'a créé, qui l'a organisé, qui a tout arrangé à son idée et c'est devenu un des plus grands établissements d'épée ce genre dans toute l'Angleterre. Vous ne pouvez pas vous figurer ce que c'est que ces femmes-là, et leurs intérieurs, mais elles circulent dans ce milieu à toute heure du jour et de la nuit et je l'ai souvent accompagnée. Voilà bien ce qui nous manque, nous ne faisons pas les choses. Vous, qu'est-ce que vous faites? Interrogea-t-elle, considérant Rachel avec un sourire légèrement narquois. Temps restant dans le chapitre. 26 minutes. Précision, cette bourdonnante chaleur méridionale, il les liençait. Le paysage lui paraissait dur, romantique comme un découpage en carton formant le fond d'un décor. La montagne n'était qu'un volet de bois placé devant une vitre peinte en bleu. Malgré l'ardeur du soleil, il marchait à grands pas. Deux routes partaient de la ville, à l'est l'une obliquait vers la villa des Ambroses, l'autre s'enfonçait dans la campagne pour aboutir à quelques villages de la plaine, mais de nombreux sentiers s'en séparaient. Tracé au moment où le sol était bleu, il s'en allait à travers de grands champs arides vers des fermes éparses et des villas de riches indigènes. Et Way emprunta l'un d'entre eux pour éviter la chaleur et la dureté de la grande route avec ses tourbillons de poussière constamment soulevés au passage des charrettes et des fiacres branlants. Ceux-ci transportaient des paysans en goguette ou bien des dindons qui se gonflaient comme un tas de ballons de grosseur inégale, maintenus par un filet, ou bien encore un lit de cuivre et des coffres en bois noir. Propriété d'un couple nouvellement marié. La marche ne manqua pas de dissiper chez Ewell les agacements superficiels de la matinée, mais il continuait à se sentir abattu. Il paraissait clairement établi que Rachel ne se souciait en restant dans ce chapitre. 6 minutes d'un bond, lisant Bonsoir, lotissant compagnie à la femme pourrait se précipiter ailleurs avec l'expression calme pété renfermée de quelqu'un qui s'en va en vers, hectolitre bonheur assuré. Ces deux visions et wallois, le ploisant est plus déplaisante encore fuitoisiante, tes femmes et l'ami, le mari et la femme se regardant comme s'ils étaient contents de n'avoir pas soulevé une certaine question, chacun détenant sa vérité secrète. D'autres images se succédèrent comme sur un écran, sans effort conscient de sa part, tandis que son irritation lui faisait presser le pas. Il vit un ménage fatigué, entouré de ses enfants, armé de patience, d'indulgence, de sagesse, tableau également peu réjouissant. Il en choisit d'autres, dans le milieu de ses amis, car il fréquentait pas mal de gens mariés. Mais il se les représentait toujours dans une chambre tiède, bien close, illuminée par la flamme du foyer. En évoquant d'autre part des célibataires, il les imaginait actifs dans un espace illimité, et surtout se tenant sur le même plan que les autres, sans abri particulier, sans aucun avantage spécial. Tous ses amis, hommes ou femmes, doués de personnalité et de sentiments vraiment humains étaient célibataires. Il s'étonna même de constater que les femmes qu'il admirait le plus et connaissait le mieux n'étaient pas mariées. Sans doute le mariage leur réussissait-il encore moins qu'aux hommes. Abandonnant ces considérations générales,
Il passa aux personnes qu'il avait récemment observées à l'hôtel. Il s'était maintes fois posé ces questions en regardant Suzanne et Arthur, Monsieur et Mrs. Thornbury ou le ménage Elliot. Il avait vu le timide bonheur des fiancés céder peu à peu la place à un état d'esprit résigné, de tout repos, comme si déjà tant restant dans le chapitre 80-64%, égal à 1,1, 1111, 1111, 1111 pieds, et 11,111 1111, 11 111 11 111 grammes, 10, L,TT, 11, FDF, 111 T, 1,01 1,111, 1011, 1111 P, 1, 111 pieds 1,111 volts 1,11,011, II, Ralph, Nuit, Lujar, La Noire, On est Yvon, No, Corquo ce qu'il y a de pire, 11 chacun, Flo, DNW, Viol mi paraît, non, Rachel avait toi, 11, et un tmo un tétor. Tous les arguments avaient paru démontrés, ici Noé n'avait pas assumé le fardeau conjugal, jusqu'au Gnoni Lileway se rappela ce mot de Rachel, dont l'absurdité est matideste. De l'action défensive, il passa à l'attaque. Abandonnant le procès contre le mariage, il s'appliqua à examiner les particularités du caractère qui avait amené Rachel à prononcer cette phrase. Pensait-elle vraiment cela? Il faut bien, n'est-ce pas, chercher à connaître le caractère d'une personne avec qui on est susceptible de passer toute sa vie. En sa qualité de romancier, il devait essayer de comprendre à quel genre de femme il avait affaire. En présence de Rachel, il ne pouvait analyser ses caractéristiques, il avait l'impression de les saisir instinctivement, loin d'elle, il se disait parfois qu'il ne la connaissait pas du tout. Elle était jeune, mais vieille aussi, en même temps. Elle manquait de confiance en elle-même et cependant elle jugeait fort bien les autres. Elle était heureuse, mais d'où lui venait ce bonheur? Une fois seule, leur effervescence calmée, dans l'obligation de faire face aux banalités quotidiennes, qu'adviendrait-il d'eux? Un coup d'œil sur son propre caractère lui révéla deux choses, son manque de ponctualité et son horreur de répondre aux lettres. Rachel, à sa connaissance, était plutôt ponctuelle, mais il ne se rappelait pas l'avoir vue une plume à la main. Il essaya de se représenter un temps restant dans le chapitre. Demain 65% dîner, chez les Cronilliers exemple, Wilson, qui venait de conduire Rachel à table, expliquait la position du parti traverse-vailliste. Elle dérégnait, naturellement, elle n'entendait rien à la politique. Pourtant, sans conteste, elle était intelligente et, de plus, elle était honnête. Ces changements d'humeur n'avaient pas échappé à Highway, elle n'était pas femme d'intérieur, elle n'était pas commode, pas paisible, elle n'était pas belle, sauf avec certaines robes et dans certains éclairages. Mais elle possédait le don suprême de comprendre ce qu'on lui disait. Personne, sur ce point, ne lui était comparable. On pouvait lui parler de n'importe quoi, on pouvait tout lui dire, et pourtant elle n'avait rien de servile. Mais à ce point de ses réflexions il se ressaisit car il lui sembla soudain qu'il en savait moins sur elle que sur quiconque. Toutes ses pensées, il les avait eues maintes fois déjà, maintes fois il s'était efforcé de les approfondir, de les raisonner, mais pour retomber invariablement dans ses doutes habituels. Il ne la connaissait pas, il ignorait ses sentiments, il ne savait pas s'il leur serait possible de vivre ensemble, ni s'il avait envie de l'épouser, et pourtant il l'aimait. En admettant qu'il allât la trouver pour lui dire, il ralentit le pas et se mit à parler tout haut comme s'il s'adressait à Rachel. « Je vous adore, mais je hais le mariage, son intimité m'équine, sa sécurité, ses compromis. L'idée de vous voir vous mêler de mes travaux, chercher à me brider. Que me répondrez-vous en restant dans ce chapitre? À main 65% quoi? Vous ici c'est l'intelligence artificielle elle, Velin. Je vous ai aperçu peine dans le lunch. Mais vous n'avez pas daigné me regarder elle lanciait dans le caractère d'Yves Klein, malgré bon nombre d'affronts réels ou imaginaires, de ne jamais renoncer à poursuivre ce qu'elle désirait connaître, ce qu'en général elle réussissait à connaître, et qu'elle amenait même à sympathiser avec elle. Elle jeta un regard circulaire et dit « J'ai horreur de cet endroit, j'ai horreur de ce public. Je serais si contente si vous veniez dans ma chambre. J'ai tellement envie de causer avec vous. » Rachel n'ayant envie ni de la suivre ni de rester là, Evelyne la saisit par le poignet et l'entraîna dans l'escalier. Tandis qu'elle montait 4 à 4, Evelyne,
sans lâcher la main de Rachel, lançait des bribes d'exclamations tendant à laisser entendre qu'elle se fichait pas mal de ce que les gens pouvaient dire. Quelle importance ça a-t-il quand on a sa conscience pour soi? Qu'ils aillent tous se faire pendre. V'là l'opinion que je professe. Elle était dans un état d'excitation tel que les muscles de ses bras se contractaient par saccades. Visiblement, elle n'attendait que l'instant où la porte se refermerait sur elle pour livrer à Rachel toutes ses confidences à 11 millet. Aussitôt clant la chambre, elle s'assit au pied, le Emily et commença « Vous devez nu. Rindy Romla inimule ». Rachel n'était pas d'humeur se prononcer mire les états d'esprit d'autrui, mais elle se sent disposée à dire ce qui lui passait par la tête sans en redouter les conséquences. Aussi déclara-t-elle. On vous a demandé en mariage, comment diable avez-vous deviné ça? Cria Evelyne avec une surprise mêlée de satisfaction. Est-ce que je porte ça sur ma figure? Vous portez ça sur votre figure tous les jours que Dieu fait, répondit Rachel. Evelyne rit, pas tout à fait sincère. Vous avez dû recevoir au moins autant de demandes que moi, pas une seule. Alors, ça viendra. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, pas exactement. Temps restant dans ce chapitre. 29 minutes 66%. C'est au c'en est un, est odieux, c'est horrible, c'est dégoûtant. Il alla vers le lavabo et commença à yoponner avec de l'eau froide ses joues en feu. Sans taire son éponge, continuant à trembler légèrement, elle se réérenade et se mit à expliquer d'une voix que l'énervement rendait stridente. Alfred Perrotte prétend que je lui ai donné ma parole et je soutiens que non. Sinclair prétend qu'il va se suicider si je ne l'épouse pas et je lui dis, allez-y, suicidez-vous bien entendu, il n'en fera rien, ils sont tous pareils. Eh bien, Sinclair m'a accaparé cet après-midi pour essayer de m'extorquer une réponse, m'accusant de flirter avec Alfred Perrotte, me disant que je n'ai pas de cœur, que je ne suis qu'une sirène, bref, des tas d'aménités de ce genre. À la fin, je lui ai dit, écoutez Sinclair, j'en ai assez, laissez-moi partir alors, le voilà qui m'attrape et qui se met à m'embrasser, la sale bête. Je sens encore ici, tenez sa vilaine figure mal rasée, comme s'il en avait le droit après tout ce qu'il venait de me dire. LPRPSSA vigoureusement l'éponge contre une partie de sa joue gauche, puis reprit ses imprécations. Jamais je n'ai rencontré d'homme qui pût soutenir la comparaison avec une femme. Ils n'ont ni dignité ni courage, rien que leur sale passion et leur force brutale. Est-ce qu'une femme aurait fait ça après avoir été repoussée par un homme? Temps restant dans ce chapitre. 28 minutes 66:30. Nous avons trop de respect de nous-mêmes, nous sommes infiniment plus raffinés qu'eux. Elle marchait de long en large, tapotant avec une serviette ses joues mouillées, où les larmes ruisselaient maintenant avec les gouttes d'eau froide. Cela me met hors de moi, expliqua-t-elle, tout en s'essuyant les yeux. Rachel continuait à l'observer. Elle ne songeait pas au cas particulier d'Evelyne, elle se disait seulement que le monde était plein de gens en détresse. Evelyne poursuivait, il n'y a qu'un seul homme ici qui me plaise vraiment, c'est Terence et ouais, on a l'impression qu'il mérite la confiance à ses mots. Un indescriptible frisson s'empara de Rachel, comme si son cœur venait d'être comprimé entre deux mains glacées. Pourquoi demanda-t-elle? Pourquoi mérite-t-il la confiance? Je ne sais pas. Vous n'avez donc pas de ces intuitions à propos des gens, des intuitions que vous sentez absolument justes? J'ai eu une longue conversation avec Terence, l'autre nuit, et j'ai compris qu'après cela nous étions devenus de vrais amis. Il y a en lui quelque chose de féminin, temps restant dans le chapitre. 27 minutes. Elle s'interrompit avec l'air de penser à des détails très intimes que Terence confiait. C'est ainsi du moins que Rachel interpréta .0 à un pied tido rêveuse. Elle essaya de se contraindre à lire. 11 vous point virgule à demander en mariage, mais la question lui parut au monumentale. Aussi bien, Velin était-elle déjà en train de raconter que les hommes les plus raffinés pouvaient se comparer à des femmes, mais que les femmes avaient plus de noblesse? On n'imaginait pas, par exemple, qu'une femme comme Lia Harrison put nourrir des idées mesquines ou commettre la moindre bassesse. Comme je voudrais vous la faire connaître, s'écria-t-elle. Elle était considérablement apaisée, ses joues étaient tout à fait sèches, ses yeux avaient retrouvé leur expression habituelle de vitalité débordante, elle semblait avoir oublié Alfred, Sinclair et toutes ses émotions. Lia dirige un asile dans Deptford Road,
pour les femmes alcooliques. C'est elle qui l'a créé, qui l'a organisé, qui a tout arrangé à son idée et c'est devenu un des plus grands établissements d'épée ce genre dans toute l'Angleterre. Vous ne pouvez pas vous figurer ce que c'est que ces femmes-là, et leurs intérieurs mais elles circulent dans ce milieu à toute heure du jour et de la nuit et je l'ai souvent accompagnée. Voilà bien ce qui nous manque, nous ne faisons pas les choses. Vous, qu'est-ce que vous faites interrogea-t-elle, considérant Rachel avec un sourire légèrement narquois, en restant dans le chapitre. 26 minutes.